Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du mardi 12 avril 2022. Dans les actualités de ce jour, commençons par la page économique. Après avoir débloqué près de 68 milliards d'ariars pour soutenir 962 entreprises en 2020, le produit financier Miarn Fiarine revient avec quelques améliorations, notamment en priorisant les secteurs clés étant donné le contexte économique actuel. Si la première version de Miarn s'est surtout focalisée sur les entreprises désirant améliorer leur fonds de roulement, l'actuelle version de Miarn est ouverte aux entreprises qui ont besoin de crédits d'investissement. Reportage de Mirvoula Tsferan et Michel Rakoutsan. Mis à part les secteurs soutenus dans le cadre du programme national Fiarine, Miarn Fiarine s'étend sur d'autres secteurs clés comme l'éducation, le transport, la technologie, l'eau et l'hygiène, dans le cadre de Miarna 2, dont le lancement s'est tenu ce jour à Moudvoun. Il s'agit d'un crédit d'investissement pour soutenir cette fois-ci les entreprises face au contexte économique mondial qui impacte le coût de la vie à Madagascar. À titre d'exemple, l'installation d'une industrie productrice d'huile de soja sera entreprise dans le sud de Madagascar pour approvisionner la partie sud de Madagascar, selon les explications du secrétaire exécutif de Fiarine. De même, le secteur éducation figurera également parmi les bénéficiaires de Miarna 2 Fiarine. Fiarine prévoit de soutenir ceux qui veulent se reconvertir dans le secteur de l'éducation. Miarn se veut être ainsi une solution aux difficultés des entreprises formelles existantes depuis plus de 2 ans, ayant un chiffre d'affaires n'excédant pas 5 milliards d'ariars, dont les activités génèrent des emplois et créent des richesses sur l'ensemble du territoire malagasy. Les conditions de prêt sont un taux préférentiel de 8%, un différé de 6 mois pour un remboursement d'une durée de 24 mois. Comme lors de la précédente version, Fiarine travaille toujours avec les banques partenaires BNI et BOA Madagascar dans le cadre de ce Miarna 2. Un certain nombre d'entreprises à Madagascar, malgré les turbulences qui risquent de chahuter un peu notre économie, eh bien, vont quand même, avec courage, prendre des décisions pour investir dans de nouveaux équipements, investir dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées, pour créer en fait des emplois. Et le programme Fiarine, avec ses partenaires, dont la BNI, qui est la première banque et le premier réseau, va consister alors à apporter cet appui avec un financement à un taux extrêmement privilégié, puisqu'on parle de financement à moyen terme sur plusieurs années avec un taux d'accès à 8%. Et également une stimulation de la part de Fiarine en termes de prise de risque, puisque si pendant cette période où les risques vont s'accroître, la banque avec Fiarine va accepter de prendre des risques à moyen terme, donc sur le secteur des très petites entreprises et des PME plus largement. Il est à noter que Miarn Fiarine a vu le jour suite à la rencontre entre le président de la République Andjara-Dzwiln et le secteur privé en juin 2020 et se réalise à travers le programme national d'entrepreneuriat Fiarine, répondant ainsi d'urgence et de manière concrète à l'appel des entreprises. Ainsi, plus de 68 milliards d'ariars ont été débloqués pour Miarn avec 962 bénéficiaires et 19 000 emplois sauvés. Fidèle à sa ligne, Fiarine offre en complément de l'accompagnement financier, des formations liées à la gestion d'entreprises en situation de crise afin d'identifier de nouvelles opportunités et de définir un nouveau plan d'affaires si nécessaire. Le plafonnement des prix est maintenant appliqué au niveau des détaillants et des grossistes de la capitale. Cela a été constaté durant la descente effectuée par les responsables au sein du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation aujourd'hui. Certains des détaillants se plaignent du fait des pertes dans leur activité car certains grossistes ne l'appliquent pas encore. L'État a décidé de ne pas encore appliquer de sanctions mais de sensibiliser pour cette semaine. Les sanctions seront applicables que la semaine prochaine. Reportage signé Aniena Martina sur les images de Zahra Khanjianso. Le prix du riz importé est respecté avec un prix plafonné à 2200 ariars le kilo, comme on le constate ici chez les détaillants de Mamasna ce matin. Pour l'huile, le prix affiché n'atteint pas encore le prix plafonné mis en place par l'État. Il est important que les commerçants appliquent ces mesures mises en place par l'État. Néanmoins, les détaillants rencontrent encore des difficultés dans leur application. Ils affirment que certains grossistes n'appliquent pas encore le plafonnement des prix.
Les détaillants font donc à perte de peur d'être sanctionnés, sans parler des stocks qui ne sont pas encore épuisés. Pourtant, le ministre a visité un grossiste qui a renforcé qu'il applique déjà le plafonnement des prix, et cela même au niveau des importateurs auprès desquels il s'approvisionne. C'est le même constat au niveau du marché d'Anousbé. Le prix des produits importés a baissé suite à l'application des mesures mises en place par l'État, selon ce grossiste. Si le prix du sac de riz était de 110 000 ariars, il est maintenant à 107 000 ariars. De plus, les vartines, qui se vendent à un prix beaucoup plus inférieur, sont encore visibles. L'équipe du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation multiplie les contrôles et ne cesse également de sensibiliser les opérateurs dans le respect des lois en vigueur. La descente du ministère s'est achevée ici au niveau de Tanzbat avec les associations de protection des consommateurs. Le maire de la commune de Tanzbat a affirmé que les responsables au niveau de sa circonscription renforceront les contrôles sur le respect de ces mesures. Et la session extraordinaire du conseil municipal de la ville d'Antananarive qui a duré 10 jours s'est clôturée aujourd'hui. Cette session extraordinaire a validé les dépenses et les recettes effectuées par la commune urbaine d'Antananarive en 2021 ainsi que l'utilisation du budget additionnel pour l'année 2021 d'un montant de 12 milliards d'ariars. Cette somme est maintenant utilisée à la construction d'une école primaire publique ainsi qu'au volet social du personnel de la commune urbaine d'Antananarive, notamment dans le remboursement des médicaments et des soins des employés. Les conseillers ont aussi examiné les rôles des départements réunis au sein de la magistrature de la ville et le bilan de l'année 2021 de ces départements. Toujours dans cette page politique, le nouvel ambassadeur de l'Algérie à Madagascar, Djaoud Malek, a effectué aujourd'hui une visite de courtoisie auprès du président du Sénat, Herman Narazafmaïf. Le renforcement des liens historiques entre Madagascar et l'Algérie a été évoqué lors de cette rencontre. Les deux personnalités ont également parlé du parcours de l'Algérie en tant que pays émergent en Afrique. Dans la foulée, le président du Sénat, Malagas, et l'ambassadeur de l'Algérie ont avancé la mise en place d'un groupe d'amitié entre le Sénat de Madagascar et celui de l'Algérie en vue de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays. Écoutons l'ambassadeur de l'Algérie à Madagascar, Djaoud Malek. On a évoqué évidemment la question du rôle de la diplomatie parlementaire en soutien à la diplomatie traditionnelle et aujourd'hui ce qu'on appelle aussi la diplomatie économique, puisque j'ai trouvé en la personne de l'honorable président du Sénat un grand expert dans le domaine de l'économie. Et nous avons évoqué quelques pistes de coopération qui pourraient être exploitées par les opérateurs des deux pays et également la nécessité de revoir éventuellement l'aspect des relations du cadre juridique qui lie les deux pays et évaluer la possibilité d'innover et de créer de nouveaux instruments juridiques innovants en appui au développement de la coopération économique, commerciale et culturelle entre les deux pays. Nous avons parlé des expériences de l'Algérie et de Madagascar, et aussi avec un point d'intérêt à ce que peut nous offrir ensemble l'intégration économique africaine à travers la zone de libre-échange et les efforts pour la concrétisation de l'agenda de développement 2063 pour l'Union africaine et quelles sont les opportunités dont pourrait bénéficier ou sur lesquelles pourrait s'appuyer aussi bien l'Algérie que Madagascar dans le domaine de l'intégration du continent africain. Dans les actualités sociales, insécurité pour commencer. Le taux d'insécurité dans la région Bezbouk a connu une baisse de 75% depuis 6 mois. Ce sont des cas de vengeance qui sévissent actuellement si les attaques et les kidnappings se sont calmés, selon le gouverneur de la région Bezbouk aujourd'hui. La lutte contre l'insécurité doit être renforcée à travers l'application du DIN, selon toujours ses dires. Dans un reportage signé Nena Martina et Nzaranjansu.
La région Bezbouk est tristement célèbre du fait de l'insécurité qui a prévalu depuis des années, notamment les nombreux cas de kidnapping. Parmi les grands défis du gouvernorat de la région Bezbouk figure cette lutte contre l'insécurité et les résultats commencent à se voir actuellement. En effet, le taux d'insécurité a connu une baisse de 75%, notamment les cas d'attaques de Da'al et de kidnapping dans la région Bezbouk. Le gouverneur de la région a mis en place des stratégies avec les forces de l'ordre et les meneurs de djinns afin de parvenir à ces résultats. Le district de Tsaratanan a toujours été parmi les zones rouges de cette région, surtout en matière de vengeance ou de règlement de comptes. L'on sait aussi que la zone entre Anzourbe et Tsaratanan est devenue le fief des malfaiteurs. Ainsi, le gouverneur appelle la population à appuyer les forces de l'ordre, mais aussi les membres de djinns pour mettre fin à cette triste situation. Outre la lutte contre l'insécurité, la région Bezbouk se concentre aussi dans le développement actuellement à travers la construction des diverses infrastructures comme les écoles, les hôpitaux ou encore la réhabilitation des routes. Le CEG d'Anoussial, dans le district d'Amboujatchim, fait partie des écoles ayant obtenu de bons résultats au BEPC avec un taux de réussite de 74%. Cependant, les infrastructures sont dans un état déplorable, raison pour laquelle les responsables de l'établissement lancent un appel aux autorités compétentes. Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel nous en disent plus. Le CEG Anoussial, qui a été érigé en 1987, se trouve dans cet état actuellement. La toiture est abîmée, les portes ferment à peine. Les responsables de l'école et les parents des élèves essaient de rafistoler avec leurs propres fonds cet établissement qui accueille environ 1 millier d'étudiants de la commune d'Anoussial chaque année. Pour cette raison, les responsables de l'établissement lancent un appel aux autorités compétentes. Malgré tout, les responsables y dispensent un enseignement de qualité. Ainsi, le CEG Anoussial fait partie des écoles publiques ayant de bons résultats au BEPC dans le district d'Amboujatchim. Le taux de réussite est de 74% ces 2 dernières années. Dans les actualités internationales de ce jour, à 13 jours du second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont en pleine campagne d'entre-deux tours. Une course qui s'annonce serrée. Le chef de l'État prend conscience que s'il veut gagner, il lui faudrait céder du terrain sur certains sujets. Dans les Hauts-de-France, hier, il a notamment dit être prêt à des compromis sur la réforme des retraites. Reportage de France 24. Occuper le terrain pour creuser l'écart. Pour Emmanuel Macron, la stratégie est claire. Ça va, jeune homme? Pour la campagne d'entre-deux tours, le président candidat renoue avec les bains de foule et chasse sur les terres de Marine Le Pen. Pensez à la France du bas. Je suis pour cette là aussi. Denain est l'une des villes les plus pauvres de France. Ici, la candidate du Rassemblement national est arrivée en tête du premier tour avec plus de 40%. Emmanuel Macron arrive, lui, 3e, derrière Jean-Luc Mélenchon. Ici, il doit convaincre, notamment sur ses déclarations passées. Emmerdez les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, j'ai c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, si vous le quand prenez vous comme le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, monsieur Macron, je ne dis pas. Ça, c'est une insulte. Gentiment. Pour apaiser les craintes, il se dit aussi prêt à bouger sur sa réforme des retraites. Ce que je dis, c'est que moi, je veux le faire progressivement. J'ai donné un horizon qui est à 2030. Il n'y a pas de fétichisme. C'est-à-dire que si on doit se donner un horizon plus court pour bouger l'âge de référence, ça peut faire partie des choses qu'on discute. De son côté, Marine Le Pen ne change rien à ses habitudes. À Soucy, ville déjà acquise à sa cause, elle tente d'incarner la candidate du pouvoir d'achat et de la ruralité, comme depuis le début de sa campagne. Moi, je veux rendre aux Français leur argent. Je veux, par toute une série de mesures, leur non seulement m'attacher à faciliter la vie des plus fragiles, je pense au handicap, je pense aux petites retraites, je pense aux familles isolées et monoparentales, mais également baisser ce qu'on leur prend, parce qu'on leur prend des sommes qui sont considérables. D'ici au second tour, en plus des déplacements, Marine Le Pen a planifié 2 meetings et prévoit 2 jours pour préparer le débat d'entre-deux tours. En Ukraine, les forces russes continuent à se regrouper à l'est du pays en vue d'un assaut massif. Elles maintiennent notamment leur pression sur Mariupol
où, après 40 jours de siège, la situation s'avère tragique. Au-delà des bombes et des chars qui sévissent dans la ville, plusieurs sources ukrainiennes font état d'armes chimiques sur des soldats et des civils. Le point sur les derniers événements avec France 24. Tandis qu'au loin, les combats se poursuivent, ces secouristes recherchent d'éventuels survivants. Ce quartier de Mariupol est désormais sous contrôle russe, après plus de 40 jours de siège. Nous pensions que la pire chose, c'était un bombardement aérien. Mais en fait, il n'y a rien de pire qu'un char. Quand il se déplace et que vous êtes allongé sur le sol, vous pouvez entendre le bruit du canon en mouvement. C'est très effrayant. Et vous ne savez pas où il va tirer. Cette vidéo montre des chars russes détruits autour de la dernière poche de résistance ukrainienne. Elle a été fournie par le régiment Azov, une milice fondée par l'extrême droite, dont les membres font partie des derniers défenseurs de la ville. Tandis que l'armée russe continue de se redéployer dans l'est du pays, le président ukrainien lance cet avertissement. Nous avons entendu une déclaration des occupants confirmant qu'ils se préparaient à une nouvelle étape de leur terreur contre nous et nos défenseurs. L'un des porte-parole des envahisseurs a déclaré qu'ils envisageaient d'utiliser des armes chimiques contre les défenseurs de Mariupol. Nous prenons cela très au sérieux. Les séparatistes pro-russes affirment désormais contrôler la zone portuaire de la ville. Sur Facebook, les membres de la 36e brigade de la marine ukrainienne, qui défendent aussi Mariupol, écrivaient ce lundi « Nos munitions s'épuisent, nous ne savons pas ce qu'il va se passer, mais nous vous demandons vraiment de vous souvenir de nous avec un mot gentil ». Selon des sources militaires occidentales, il restait encore 3000 soldats ukrainiens retranchés dans les ruines de la ville. Shehbaz Sharif a été élu hier Premier ministre du Pakistan lors d'un vote à l'Assemblée nationale déclenché par la chute ce week-end de son prédécesseur Imran Khan, renversé par une motion de censure. C'est la victoire de la rectitude et le mal a été vaincu, a déclaré le nouveau chef de l'exécutif pakistanais. France 24 toujours. Une prestation de serment, suivie par endroits comme ici à Karachi, de feux d'artifice en l'honneur du nouveau Premier ministre du Pakistan. Shehbaz Sharif vient d'être élu à ce poste par le Parlement. Il était jusqu'ici leader de l'opposition. Cet homme de 70 ans a longtemps dirigé la province du Pendjab où il était connu pour son efficacité et sa capacité à améliorer les infrastructures. Il est le plus jeune frère de Nawaz Sharif, qui a été 3 fois Premier ministre, avant d'être interdit en 2017 par la Cour suprême de rester en fonction. Shehbaz Sharif a été lié à des affaires de pots de vin et de corruption, des affaires qui attendent toujours d'être jugées. Son élection n'est pas une surprise, notamment après le retrait de la candidature de Shah Mahmoud Qureshi. L'ancien ministre des Affaires étrangères en a d'ailleurs profité pour annoncer la démission de tous les députés membres du parti d'Imran Khan, l'ex-premier ministre renversé samedi soir par un vote de défiance. Nous avons décidé de ne pas participer à ce processus électoral injustifié et nous annonçons notre démission de l'Assemblée nationale. De nouvelles élections devront donc être organisées pour attribuer les 155 sièges vacants à l'Assemblée. Au Pakistan, aucun Premier ministre n'aura réussi à aller au bout de son mandat, mais Imran Khan est le premier à avoir été renversé de cette manière. L'ancien chef du gouvernement a appelé ses partisans à manifester pour demander des élections législatives anticipées. Et c'est ce qu'ont fait des milliers de personnes ce dimanche. Shehbaz Sharif doit maintenant désigner un nouveau cabinet. Il lui incombe désormais de s'attaquer au fardeau de la dette, à la hausse de l'inflation et de tenter d'enrayer la chute de la roupie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne et n'oubliez pas votre émission Nizouk d'ici quelques minutes. Très bonne soirée à tous.